Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public qui va prendre la forme d'une émission thématique autour d'un sujet qui intéresse, inquiète, passionne, celui de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle dont nous allons essayer de donner un exemple particulièrement riche autour du livre publié l'an dernier par Raphaël Dohan, « Si Rome n'avait pas chuté ». Raphaël Dohan, bonjour. Bonjour. Michaela Wiegel, Richard Verly et Mathias Feckel sont avec moi pour vous interroger sur donc ce « Si Rome n'avait pas chuté », où il est question de cette intelligence artificielle que je définis. C'est un outil particulièrement puissant pour inventer des uchronies et les développer jusqu'au moindre détail, car elle est capable d'halluciner des choses qui ne se sont jamais produites tout en s'inspirant de données réelles. Cela lui permet de générer des histoires uniques et fascinantes qui sont ancrées dans la réalité mais qui explorent aussi des possibilités nouvelles et imaginaires. L'une de ses grandes forces dans un tel projet est sa capacité à générer des images immersives et réalistes. C'est de l'intelligence artificielle appliquée à l'Uchronie et votre livre que je viens de parler, ou plus exactement, c'est à ce propos que je viens de lire un texte qui est la première préface de votre dernier ouvrage, « Si Rome n'avait pas chuté », je l'ai dit, et qui a été généré par l'intelligence artificielle. Pour réaliser ce livre, vous avez dirigé plusieurs intelligences artificielles afin qu'elles écrivent et illustrent une uchronie sur un empire romain bénéficiant d'une révolution industrielle avant l'heure, à partir de la découverte de la vapeur et des possibilités de la vapeur quand elle est appliquée au fonctionnement des machines. Si, comme vous le reconnaissez, les textes générés par l'intelligence artificielle manquent de style, ils ne sont ni meilleurs ni pires que la moyenne des productions des étudiants de nos facultés, les illustrations ont davantage d'allure. Dans un site que vous aviez créé, AI or Art, vous aviez invité les utilisateurs à deviner si une série d'images avait été réalisée par un humain ou par un ordinateur. Résultat, je vous cite, beaucoup de candidats parvenaient à peine à dépasser le score qu'ils auraient atteint en devinant parfaitement au hasard. Votre livre repose sur une conviction, l'intelligence artificielle générative n'est pas un simple gadget, la coopération avec elle recèle de véritables trésors, et vous êtes convaincu que bientôt la génération de contenu par intelligence artificielle sera omniprésente dans la production intellectuelle, artistique, scientifique et dans nos vies quotidiennes. S'il semble difficile de s'y opposer, vous êtes conscient des risques et des menaces qui l'accompagnent. La création artistique ne sera plus le monopole de l'être humain. Les conséquences pour l'industrie culturelle seront profondes. En automatisant et en produisant en masse des compétences intellectuelles, l'intelligence artificielle générative va également provoquer une série de mutations contraintes dans beaucoup d'autres secteurs. De nouveaux métiers vont apparaître, mais contrairement aux précédentes révolutions industrielles, je vous cite, la rapidité de la transition la rendra probablement plus brutale du point de vue social et économique. D'autres risques relèvent de l'utilisation malveillante de ces outils ou encore des inégalités de revenus qu'ils pourraient créer. Par ailleurs, avec l'intelligence artificielle générative, l'image ne sera plus synonyme de vérité. Pire, sa capacité à créer des contenus ultra personnalisés risque de démultiplier un phénomène que nous observons déjà, le repli sur soi. Ainsi pourrait-elle nous condamner à ne jamais sortir de la prison que chacun de nous est pour lui-même. Ce risque est d'autant plus inquiétant que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour créer des contenus politiques et idéologiques. Raphaël Dohan, vous êtes agrégé de lettres classiques, vous avez exploré certains aspects de l'histoire de Rome dans 3 livres avant celui qui nous réunit. L'intelligence artificielle, j'aimerais le savoir, a-t-elle et en quoi modifié, contredit, complété, ébranlé votre connaissance du monde romain ? D'abord, merci beaucoup pour ce résumé admirable. Je me demande s'il reste encore des choses à dire. Non, ce qui m'a intéressé dans l'usage de l'intelligence artificielle pour écrire un livre, c'était pas de m'auto-remplacer, c'était pas d'automatiser
le type de livre que je faisais auparavant, les 3 précédents que j'avais écrits. L'idée, c'était justement de chercher à faire quelque chose de nouveau, en tout cas que je n'aurais pas pu faire sans l'usage de l'intelligence artificielle. Et ce qui m'a le plus intéressé dans cet outil, c'est sa capacité à stimuler la pensée, un petit peu comme un partenaire d'écriture, mais un partenaire d'écriture qui ne serait pas un être humain, et donc qui a des réflexes de pensée, si j'ose dire, même si c'est un peu un abus de langage, qui sont déroutants et qui peuvent nous mener dans des directions nouvelles, qui me sortent de ma zone de confort, comme on dit, et qui donc m'ont mené, en particulier dans le cadre d'une uchronie, à imaginer des perspectives et des possibilités narratives vers lesquelles je ne me serais pas dirigé tout seul. Donc ça, c'est première chose qui m'intéressait, c'était donc de me forcer à penser contre moi-même aussi, par ce biais-là. La deuxième, c'était d'essayer de se servir de la génération d'images que vous avez mentionné, comme une sorte de... Il y avait une émission qui était La caméra explore le temps, il fut un temps, et là, c'est un peu La caméra explore des dimensions parallèles, où on a comme un appareil photo, mais qu'on peut promener dans ce que certains appellent l'espace latent, donc toutes les images non encore générées, mais qu'on peut faire à partir des images qui existent réellement et sur lesquelles ont été entraînés les modèles de synthèse d'images. Donc, la combinaison de ces deux possibilités, à la fois de générer des idées qui vont contre les miennes et de générer des images qui peuvent explorer donc un espace latent, ça me paraissait assez stimulant. Alors moi, j'ai appris en tout cas, en vous lisant, que c'est la faute à Platon. Et que finalement, si la machine à vapeur n'a pas été inventée, c'est peut-être un peu parce que les tuyaux n'étaient pas suffisamment hermétiques, c'est peut-être parce qu'on chauffait les machines avec du bois plutôt qu'avec du charbon, mais enfin que finalement, quand même, c'est Platon avec ce sentiment, ce snobisme qui consiste à considérer que toute application de la géométrie et des mathématiques est une grande vulgarité et qu'il ne faut que s'adonner au plaisir de la spéculation intellectuelle. C'est Platon qui a empêché le progrès d'apparaître dès le 1er siècle, Complètement. dès l'invention. Ça a eu une influence d'ailleurs déterminante ensuite dans la pensée antique. Sénèque continue de penser pareil sur le fait que faire des machines, c'est un travail d'esclave. Et on voit que le snobisme mène le monde, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Michaela Wiegel. Oui, alors tout d'abord, félicitations parce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour justement nous faire découvrir des options qu'on n'imaginait pas. Et je voulais vous inviter à nous laisser regarder un petit peu, je crois que c'est Bismarck qui avait dit on aime bien manger les saucisses, mais on ne veut pas savoir comment ils sont faites. Mais moi, j'aimerais bien, à contre-courant, vous demander, est-ce que vous pouvez expliquer un peu, parce que je crois que c'est assez instructif sur la bonne utilisation, parce que effectivement, on a beaucoup de fantasmes. Il y a même maintenant cette nouvelle rumeur que l'intelligence artificielle se mettait à nous mentir, à nous cacher des choses. Et donc, je crois que c'est assez instructif comment vous avez procédé pour arriver aussi bien aux images qui sont vraiment, j'invite tout le monde à acheter et regarder votre livre et le lire, bien sûr, et aussi comment vous êtes procédé pour Alors, je pense que la première chose à avoir en tête quand on utilise ce qu'on appelle donc des grands modèles de langage, c'est le terme technique pour les modèles qui ressemblent à ChatGPT et qui produisent du texte, c'est que ce sont d'abord fondamentalement des systèmes entraînés à prolonger du texte, en fait, à poursuivre, à compléter un texte initial. Elles ont été entraînées avec des paires en fait, d'exemples, avec un début et une fin, de phrases, de paragraphes. Et donc, quand on pose une question, quand on donne un début de texte à ces modèles, en fait, tout ce qu'ils font, c'est compléter par un contenu vraisemblable en fonction de ce qui a été donné auparavant. Donc, si on veut orienter la machine vers un type de texte particulier, il faut commencer à lui écrire, en fait, dans le même registre, dans le même ton, avec le même niveau de langage, parce que ça va l'inciter à poursuivre le texte de la même manière. Et donc, ce que j'ai fait, c'est d'abord, j'ai commencé par faire une sorte de brainstorming, comme on dit, d'essayer de tenter plusieurs idées avec elle, de voir ce qu'elle-même pouvait avoir comme idée, si je lui demandais, par exemple, d'imaginer 15 applications que les Romains auraient fait de la machine à vapeur s'ils avaient eu accès à cette machine. Et ensuite,
évidemment, il y a beaucoup d'idées qui sont assez mauvaises, mais on peut en sélectionner quelques-unes. Et on refait ça pour beaucoup de questions différentes. Puis, c'est d'essayer de les regrouper ensemble. Et après, de manière assez pyramidale, en fait, j'ai travaillé avec elle pour faire un plan d'abord, une sorte de narration de la manière dont l'histoire se serait passée en fonction de ces différents éléments. Et après, de rentrer de plus en plus dans le détail, parce qu'une des limites principales aujourd'hui de ces modèles, c'est la taille du contexte, c'est-à-dire le nombre de caractères qu'ils peuvent ingérer en entrée, et le nombre de caractères qu'ils peuvent produire en sortie. C'est assez limité. En fait, on peut lui faire quelques paragraphes, mais évidemment pas un livre entier aujourd'hui. Il y a certains modèles où on peut commencer à donner presque un livre entier en entrée, dans le prompt, dans la consigne, mais c'est pas encore si efficace que ça. Et donc, ça oblige en fait à travailler avec des petits passages qu'ensuite il s'agit de coudre ensemble à la main. Donc, je compare ça dans le livre à un travail de réalisateur ou de monteur de cinéma, puisque c'est comme avoir des quantités de bobines, de pellicules, qu'on va ensuite couper par petits bouts pour faire le montage final du livre. Et on est très loin encore de pouvoir appuyer sur un bouton et d'avoir le livre entier qui il y a un double travail, en fait, si j'ai bien compris. Il y a un travail de documentation, d'une certaine manière. Vous fournissez... En posant certaines questions, vous fournissez des pistes à la machine, ensuite vous triez ce qu'elle vous rend, et enfin vous procédez à ce système de collage-montage et de réécriture. Donc pour le moment, il y a encore beaucoup de travail humain, et que d'une certaine manière, vous n'auriez pas pu faire le même travail, je crois, enfin vous allez peut-être me démentir, mais si au lieu, j'ai rappelé tout à l'heure que vous êtes agrégé de lettres classiques, que vous avez déjà publié 3 livres sur le monde romain, et que si ça avait été à propos de la Chine, vous auriez été plus démunis. Bien sûr. Et on part quand même d'un homme qui a des connaissances particulièrement étendues dans un domaine tout à fait défini. Oui, je dirais que l'être humain dans ce processus reste essentiel à la fois en amont et en aval. En amont pour savoir que faire, et dans quelle direction lancer le mouvement de la machine, pour lui donner effectivement la documentation initiale. Alors, dans les parties narratives du texte, j'ai voulu garder le style, disons, un peu plat et initial du modèle de langage, mais il y a des moments où je fais de fausses sources avec de faux textes antiques, et où là, je lui donne aussi en amont des textes de Pétrone, par exemple, pour lui montrer à quoi ressemble le style de Pétrone, pour qu'il puisse produire du faux Pétrone. Bon, donc des choses comme ça, où là, en amont, forcément, c'est l'humain qui choisit, et en aval, de même, il y a un processus de tri, de sélection, de choix que la machine ne peut pas faire elle-même par définition, parce que c'est ce que j'ai choisi d'assumer en tant qu'auteur. Et donc, ces deux éléments-là ne peuvent pas, par définition, être remplacés ou être automatisés. Oui, si je demandais à la machine qu'est-ce que serait devenue la gastronomie chinoise si les Chinois avaient connu le pâté en croûte au 1er siècle, la machine va rester couate. Voilà. Ou alors, elle va proposer des choses, mais vous ne saurez pas forcément dire laquelle est la plus vraisemblable ou laquelle est la plus pertinente. Mathias Fekl. Ne nous lancez pas sur le pâté en croûte parce que nous allons faire... On mériterait une émission en soi. Bien, je suis très heureux que Raphaël Douan soit avec nous aujourd'hui. J'avais eu l'occasion de recommander dans les brèves Si Rome n'avait pas chuté. Et je remercie sincèrement et chaleureusement Philippe d'avoir invité son auteur pour toute une émission. Et le problème, c'est que je suis les recommandations, donc ça m'a conduit en effet à inviter Raphaël Douan. C'est effectivement un livre magnifique et aussi très original. C'est, je pense, le premier du genre et à ce stade le seul. Alors Raphaël est le contraire d'une intelligence artificielle, mais l'une des très belles intelligences créatives et créatrices de sa génération. Vous avez dit tout à l'heure que l'humain restait essentiel pour la création de ce livre, mais vous dites aussi, au début de l'ouvrage, que l'une des spécificités de l'intelligence artificielle, c'est justement que cette révolution affectera probablement beaucoup plus le travail intellectuel que le travail manuel, contrairement aux révolutions industrielles que nous avons connues auparavant, et je serais curieux et intéressé de vous entendre là-dessus. Oui, le fait que l'être humain reste essentiel, l'auteur reste essentiel dans un processus comme celui-ci ne veut pas dire qu'il n'y a pas une grande part d'automatisation quand même. La révolution industrielle a créé des usines, a fait des chaînes de montage, il y avait toujours quelqu'un pour les contrôler, les concevoir et travailler dessus. N'empêche que ça a fait aussi
ça a conduit à un changement radical de la manière de travailler pour produire des biens manufacturés. Donc, pour moi, la situation est vraiment assez similaire à celle donc, de la révolution industrielle en ce qui concerne le travail mécanique, sauf que là, il s'agit du travail cognitif, disons, du travail intellectuel au sens très large. Et c'est pour ça que je trouve que tous les débats sur la définition même de l'intelligence artificielle, de savoir si c'est une intelligence, etc., c'est intéressant d'un point de vue philosophique, mais dans tous les cas, ce qui est certain, même si on considère que ce n'est pas une intelligence, c'est que ça va remplacer, ou ça remplace déjà, des tâches qui auparavant demandaient de l'intelligence. C'est pas tout à fait la première fois. Il y a déjà eu des machines qui avaient remplacé certaines tâches demandant de l'intelligence humaine, mais elles étaient à chaque fois très localisées. Je pense la machine à calculer, bien sûr, ça automatise quelque chose dont on avait besoin d'un cerveau humain pour le faire auparavant, mais c'était extrêmement spécifique, alors qu'aujourd'hui, on a accès à des outils qui sont généralistes, qui peuvent faire des choses beaucoup plus variées. Donc ça va forcément avoir un impact énorme. Je pense qu'il y aura quand même une inertie assez forte. Tout ne va pas changer du jour au lendemain. Comme souvent dans ce genre d'innovation, les structures sociales sont lentes à faire évoluer. Mais à long terme, je pense qu'effectivement, on aura le même type de révolution que ce qu'on a eu avec la révolution industrielle en ce qui concerne donc, le travail manuel. Alors, il y a un deuxième critère que vous mettez en avant, c'est la rapidité de la révolution. Vous décrivez en détail la manière dont les révolutions antérieures ont pris des décennies, parfois plus. Et là, en quelques années, beaucoup de choses peuvent basculer. On le voit déjà, d'ailleurs, dans beaucoup de professions. Moi, je vois dans les professions juridiques, il y a des tâches entières qui, dans peu de temps, pourront être en réalité totalement automatisées quand elles ne le sont pas déjà. Donc, sur cette rapidité. Alors, c'est vrai qu'il y a des tâches ou des activités qui, aujourd'hui, peuvent quasiment disparaître, ou en tout cas une partie d'entre elles, alors même que c'était inenvisageable il y a 5 ans. En fait. C'est quelque chose, même s'il y a déjà eu des innovations rapides auparavant, en général, on les voyait venir d'un peu plus loin. Le plus frappant, par exemple, ce sont les illustrateurs, où quelqu'un qui aujourd'hui commencerait une carrière d'illustrateur pourrait légitimement être inquiet de l'arrivée des modèles de synthèse d'images. Je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'illustrateurs du tout, ni qu'il soit impossible de faire une carrière d'illustrateur. On aura toujours besoin de gens qui ont à la fois le goût pour l'image, l'œil pour en juger et l'inventivité et la créativité pour aller dans les bonnes directions. Mais ce qui est certain, c'est que l'habileté manuelle en elle-même sera sans doute un peu moins importante qu'elle l'était auparavant. Et surtout, ça rend beaucoup plus compliqué les débuts de carrière où aujourd'hui, vous pouvez commencer en tant qu'illustrateur et trouver des petits boulots qui aujourd'hui vont certainement être confiés à de l'IA par leurs auteurs. Donc ça, c'est assez embêtant parce que voilà, des pans entiers d'activités créatrices, en plus, sont bouleversés, parfois disparaissent. Et même si ça ne conduit pas à un remplacement de l'homme par les machines, en général, il est clair que, d'un point de vue local, ça va avoir des conséquences assez fortes, ce qui oblige sans doute d'ailleurs les pouvoirs publics à garantir une forme de continuité, de redirection aussi de ces talents-là vers les bons usages qu'on peut en faire du point de vue de la société. Et c'est un travail qui est assez nouveau, qu'on n'a jamais vraiment fait à cette échelle-là et avec ce degré de rapidité-là. Donc je pense effectivement que c'est une des principales difficultés, mais qu'en soi, je suis très optimiste sur les perspectives en termes d'emploi et de croissance que ça peut nous apporter. Mais la transition, il faudra faire attention à ce qu'elle ne soit pas trop brutale pour certaines catégories. Richard Verly. Oui, je me demande, quand j'ai parcouru votre livre, il y a 2 questions qui me sont venues spontanément en tête. La première chose, c'est que les illustrations, enfin les images qui ponctuent votre livre, j'ai eu le sentiment de les avoir déjà vues. Parce qu'au fond, s'il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée, beaucoup d'illustrateurs qui ont été déjà, par leur propre imagination, sans avoir recours à l'intelligence artificielle, qui nous ont montré des gladiateurs tels que vous les montrez, ou des gens en tenue antique, mais confrontés à la modernité. Donc d'abord, j'ai pas tellement été surpris, et j'ai eu le sentiment que l'intelligence artificielle, au fond, ne faisait que recycler un bassin d'illustrations dont on est tous familiers. Ce qui pose la question de la capacité de l'intelligence artificielle à générer des choses nouvelles, et qui nous surprennent. Là, en tout cas, j'ai pas du tout été surpris. Et la deuxième chose, c'est sur la destruction des emplois dont vous parlez. Moi, ce qui m'intéresse dans le milieu intellectuel que vous connaissez bien, puisque vous êtes auteur, c'est est-ce que vous craignez une prolifération des faussaires, c'est-à-dire des gens qui, contrairement à vous,
ne disent pas qu'ils ont eu recours à l'intelligence artificielle, et comment va-t-on pouvoir demain, parce que j'imagine qu'on va y travailler très vite, distinguer ceux qui ont, au fond, été faussaires, ceux qui ont utilisé l'intelligence artificielle et qui n'ont fait que les assembler, et ceux qui ont écrit par eux-mêmes. Donc voilà, première chose sur la qualité des illustrations produites, et deuxième, sur la prolifération des faussaires et, au fond, des faux auteurs. Alors, sur la créativité des illustrations, moi, je suis absolument persuadé de toute façon que quand un auteur, quand un artiste humain crée, il ne crée pas de toutes pièces et qu'il le fait lui aussi à partir d'inspiration et de la banque d'images qu'il a acquise dans son cerveau à force de voir d'autres images et d'autres formes. Donc, c'est normal en un sens que l'intelligence artificielle ne fasse pas forcément des choses radicalement nouvelle, de même qu'en fait aucun auteur humain ne le fait non plus. Et l'Énéide de Virgile n'est qu'une sorte de fusion de l'Iliade et l'Odyssée, et après tout, ça n'empêche pas d'être un grand poème. Alors, j'ai quand même été frappé d'une chose, qui est la qualité des illustrations qui sont de fausses photographies de musées, d'objets archéologiques. Pour moi, ça, c'est une des choses qui m'a le plus amusé dans la création de ce livre, c'est donc de faire de fausses photographies de catalogues du British Museum, par exemple, montrant des fusils romains, ou montrant des ordinateurs romains, ou montrant un robot qui a une tête en ivoire. Bon. Et ça, c'est des choses il aurait été extrêmement difficile de faire sans, parce que ça aurait demandé soit de faire un vrai accessoire de cinéma ressemblant à ça et de le photographier, soit de faire un travail de modélisation 3D extrêmement poussé tout de même pour le faire. Et en plus, je trouve que ces images reflètent extrêmement bien le style et l'esthétique des objets antiques. Ce qui est une chose qu'on a toujours eu un peu de mal à faire. Alors c'est un détail, mais dans beaucoup de films historiques, on voit par exemple un film qui se passe au XVIIIe siècle et où le personnage principal est une comtesse qui a un portrait d'elle-même dans son salon. Et donc, comme c'est une actrice qui est dans le film, il faut que le portrait lui ressemble. Et donc, on fait faire un tableau avec la figuration de l'artiste, de l'actrice, pardon, dans le style d'un portrait du XVIIIe siècle. Et je n'ai jamais été très convaincu par les accessoires qu'on voyait dans les films à ces moments-là. Chaque fois, j'ai l'impression que clairement, c'est quelque chose qui a été fait au XXIe siècle pour. Ça a été fait à l'économie. En général. Voilà, peut-être, c'est possible. Alors, il y a de très bons faussaires, on va en parler après, mais dans le monde de l'art, mais bizarrement, ce ne sont pas ces gens-là qui en donnent ces tâches-là. Il se trouve qu'un modèle de synthèse d'image par intelligence artificielle arriverait très bien à faire quelque chose qui donne vraiment l'impression que ça a été fait au XVIIIe siècle. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, c'était de retrouver aussi l'inspiration directe, en fait, des œuvres antiques et des objets antiques dans ces visions uchroniques. Ensuite, sur les faussaires, alors, évidemment qu'il y a forcément déjà des gens qui s'en servent sans le dire. Il y avait un sondage qui disait d'ailleurs que dans les entreprises, 40% des gens, ou 60%, je ne sais plus, qui utilisaient ChatGPT le faisaient sans le dire à leur patron. Comme on peut s'y attendre un petit peu. Mais je ne suis pas très inquiet. D'une part parce que pour beaucoup de tâches, ce qui compte, c'est le résultat. Si jamais un film comprend des images qui sont faites par intelligence artificielle sans nous le dire, après tout, c'est un film, c'est une fiction. Moi, ça ne me dérange pas forcément de savoir que ça a été fait par une intelligence artificielle plutôt que de savoir que ça a été fait avec des effets spéciaux traditionnels, par exemple. Donc, dans ces cas-là, moi, je ne suis pas forcément choqué de l'idée qu'on l'utilise. C'est là où c'est choquant, bien sûr, c'est dans le cas de la presse ou de l'information réelle. Mais dans ces cas-là, le risque est le même que quelqu'un qui aurait pu faire une photo soit retouchée par Photoshop, soit même une photo qui date d'une autre année. Enfin, ça arrive souvent de montrer des images qui ressortent d'il y a 10 ans en disant « Regardez, il vient de se passer ça ». Donc, le problème est plutôt un problème de diffusion et de contrôle de l'information telle qu'elle est diffusée, plutôt que de génération. Enfin, la possibilité de générer des fausses images donc, n'est pas tout à fait nouvelle, elle est accélérée aujourd'hui, mais le vrai enjeu, c'est de contrôler leur diffusion, et ça, c'est un travail qu'en fait, on connaissait déjà, que les réseaux sociaux auxquels sont confrontés les réseaux sociaux d'emblée, auxquels sont confrontés les médias. Donc ça va peut-être renforcer la vigilance dans ce domaine-là, mais c'est pas tout à fait inédit. Et j'ajouterais une chose qui est que là, aujourd'hui, on est à un stade où ça commence à devenir connu qu'on peut faire des images, des fausses images avec de l'intelligence artificielle, mais c'est pas encore tout à fait omniprésent. Et je pense que le jour où dans tous les réseaux utilisés par la plupart des gens sur Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, quand il y aura un bouton pour créer soi-même des fausses photos de soi à la plage, en vacances, ce qui ne tardera pas à arriver, je pense, tout le monde sera conscient qu'en fait, une photo vue sur Internet, c'est probablement une photo qui a été faite par intelligence artificielle. Et si on bascule dans ce monde où, par principe, on croit qu'une image est fausse,
là, le dilemme change de sens, en fait. Ce qui devient un problème, c'est que les vraies images commencent à être soupçonnées d'être fausses. Et c'est peut-être un problème plus grave encore que l'inverse. Mais on peut peut-être en reparler. On sait Ouais. détecter aujourd'hui un travail fait à l'intelligence artificielle, autrement dit, elle laisse des traces. Ça dépend des modèles, ça dépend de la manière dont on cherche à le détecter. Il y a des modèles qui ont des watermarks, comme on dit, des empreintes qui sont détectables par un modèle dédié. C'est pas toujours le cas. Et c'est un peu la course aux armements. Chacun essaye de trouver un système qui permette de détecter les images générées par de nouveaux modèles. Je pense qu'au fur et à mesure, on arrivera toujours à savoir, en dernier ressort, si une image a effectivement, si on doit arriver à un procès et qu'il s'agit vraiment de savoir si cette image est vraie ou fausse, on saura qu'elle est fausse. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. La question, c'est quel degré d'effort quelqu'un est prêt à mettre dans l'investigation pour savoir si une image est vraie ou fausse, ou s'il se contente de l'avoir passée dans un fil d'actualité et il ne questionne pas. C'est plutôt ça le problème. Michaela Wiegel? Oui, l'Union européenne, après des longues négociations, a enfin trouvé un accord sur la réglementation de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'était assez curieux qu'ils étaient en quelque sorte débordés par le développement vraiment d'une rapidité incroyable de ChatGPT. Et je voulais vous demander, en vous écoutant, je me demande si on ne fait pas fausse route en essayant de réglementer et que la véritable question, c'est notamment la propriété, c'est-à-dire où sont les serveurs, les supercalculateurs en quelque sorte, où et comment on programme, même si c'est probablement pas le bon mot, je ne sais pas quel est le terme approprié, mais quel algorithme on utilise et quelle transparence, quelle valeur se cache aussi derrière. Et je vois qu'il y a des petites pépites en Europe, mais qui n'ont bien sûr pas la puissance de feu des mastodontes qui sont aux États-Unis. Comment vous voyez c'est typiquement européen quand même de vouloir tout réglementer avant même d'avoir développé une industrie qui soit suffisamment puissante. Oui, c'est toujours le paradoxe dans ce domaine-là. C'est comme essayer de réglementer le cinéma et les photos dans la presse quand on vient d'inventer le daguerréotype en 1839. C'est particulièrement difficile de savoir ce que vont donner ces modèles-là. La philosophie de la régulation européenne, enfin telle que l'accord a été trouvé, est pas idiote dans la mesure où il s'agit de réguler par les risques et les usages et pas forcément seulement par l'existence même du modèle fondamental. La question après, c'est que le diable est dans les détails et qu'il s'agira de voir au cas par cas qu'est-ce qu'on classe dans un risque élevé, qu'est-ce qu'on classe dans un risque faible, quel type d'usage vont rentrer dans l'un ou l'autre, etc. Ça va être, je pense, des négociations encore assez longues pour se mettre d'accord et qui vont devoir aussi tenir compte de l'avancée de la technologie. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que le plus important, malgré tout, ce sera de posséder nous-mêmes les briques pour le faire. Et là-dedans, il y a les deux aspects. C'est l'aspect matériel, disons, en tout cas l'infrastructure, qui est d'avoir accès au fameux GPU, donc aux cartes graphiques, en fait, à l'origine, qui permettent d'entraîner et ensuite de faire tourner ces modèles. Il en faut beaucoup. Le principal producteur aujourd'hui, c'est une société qui s'appelle Nvidia. Et en fait, ils ont un quasi-monopole sur ces cartes qui permettent d'entraîner des modèles d'IA. Et aujourd'hui, voilà, toutes les entreprises du monde essayent de sécuriser le plus grand nombre possible de ces GPU pour constituer leur stock un peu comme des réserves d'or pour ensuite pouvoir travailler dessus. Et ça laisse peu de place pour les petits acteurs qui, en fait, n'arrivent même pas à s'en procurer parfois. En tout cas, pas autant qu'ils en auraient besoin. Donc ça, c'est un vrai problème. Les Américains commencent à essayer de constituer une filière à eux aussi, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un seul producteur dans le monde, c'est pas très sûr. Et donc, la diversification des sources va sans doute se produire en fait par le jeu du marché au fur et à mesure. Et il sera important que l'Europe puisse en bénéficier. Et ensuite, une fois qu'on a cette infrastructure, il y a la capacité à proposer des modèles. Et c'est important à la fois pour, disons, la souveraineté technologique qui va derrière, mais aussi sur le plan des valeurs, parce que ça a été souvent dit, mais derrière ChatGPT, il y a évidemment des biais qui correspondent aux données qu'on lui a données en entraînement et que ce n'est pas forcément les mêmes que celles qu'on pourrait obtenir avec un modèle différent. Et ne serait-ce que la place, par exemple, des langues, de la langue française, de l'allemand, de l'italien en Europe, c'est dans le corpus d'entraînement de ChatGPT, c'est assez réduit.
Alors, c'est déjà suffisant pour qu'il parle assez bien français en réalité, mais on pourrait aller beaucoup plus loin probablement avec des modèles dédiés. Donc, tout ça, je pense, heureusement, va se développer. On n'est pas si mal parti que certains le disent, malgré tout. Pardon, il parle assez bien français. Il parle avec combien de mots de vocabulaire? Sachant que le français fondamental, c'est 1500 mots. Ouais, bonne question. Très bonne question. Il faudrait essayer de faire un calcul de ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui lui seraient inconnus, en principe. Mais parce qu'il a quand même vu suffisamment de textes pour avoir une bonne vision de ce que c'est que le français. Mais tout dépend de la manière dont on l'utilise et donc, encore une fois, de ce que vous lui donnez en entrée. Si vous lui donnez un début de texte de Proust, par exemple, alors je m'étais amusé à surentraîner ChatGPT sur Proust. En fait, on peut faire ce qu'on appelle du fine-tuning, donc du réglage fin, ce qui implique de réentraîner le modèle, mais sur un corpus plus étroit, pour le forcer à suivre ce style ou ces données-là. Et donc, j'avais fait des paires d'exemples de textes de Proust et j'avais donné ça comme entraînement. Il avait été réentraîné. Et ensuite, ça donnait quelque chose qui, alors, était pas Proust dans ses meilleurs jours, mais correspondait tout de même assez bien en termes de registre et de vocabulaire à ce qu'on peut attendre d'un texte de Proust. Donc, il a cette capacité-là de le faire. Mais si on l'utilise dans sa version commerciale classique, il va rarement utiliser un vocabulaire varié parce qu'il est très entraîné à être cet assistant bienveillant, un peu robotique qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Donc, si on veut savoir ce que les Romains auraient fait avec la domestication de la vapeur, il faut vous lire. Et si on veut savoir ce que donnerait Proust écrivant après une bonne gueule de bois, il faut le demander à l'intelligence artificielle. Matthias Fekl. Je voudrais revenir sur la problématique de la vérité. On a parlé des faussaires. Vous abordez aussi le sujet de la vérité dans vos réflexions. Et j'ai soit une incompréhension, soit un désaccord. J'aimerais bien l'éclaircir. Vous dites dans un paradoxe intéressant, mais à mon avis pas totalement juste, que peut-être finalement l'intelligence artificielle ne fait que refermer une parenthèse qui s'est ouverte avec l'apparition de la photographie et qui se refermerait maintenant. Avant la photographie, il y avait en gros de la peinture ou du dessin, et ensuite il y aurait à nouveau des images dont on pourrait douter de l'adéquation du réel. Là où soit je comprends mal, soit je vous suis pas totalement, c'est que la nouveauté, me semble-t-il, des images générées par l'intelligence artificielle, c'est justement qu'elles installent le doute, puisqu'elles prétendent non seulement représenter le réel comme le fait la peinture, mais vraiment le refléter ou l'enregistrer. Et que donc on a vraiment totalement le sentiment d'être face à une reproduction pure et simple de réalité, alors que ça ne l'est pas. Donc je voudrais d'abord vous interroger sur le fait de savoir si je vous ai bien compris, et ensuite aussi peut-être voir les conséquences politiques que cela doit avoir, même si dans différentes interviews que vous avez données, vous semblez plutôt moins inquiet sur ce problème-là que sur d'autres. Oui, alors, vous m'avez bien compris. Mais je pense que c'est une question de temporalité. En réalité, je pense qu'on aura une phase pendant plusieurs années où beaucoup de gens se feront avoir par des fausses images qui auront l'air d'être tellement photoréalistes qu'il n'y aura même pas le soupçon que ce sont de fausses images. Mais je pense donc, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'au fur et à mesure, ça va devenir la norme ou l'a priori de penser qu'une image qu'on voit sur Internet est fausse, en fait, et qu'elle a été générée par IA, parce que la plupart des contenus que nous verrons, nous saurons qu'ils ont été entièrement synthétisés et pas captés dans le réel. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a passé ce seuil, ça renverse la charge de la preuve en quelque sorte, et ça devient à la vraie photo d'arriver à prouver et à convaincre qu'elle est vraie, ce qui pose un autre type de problème. Mais effectivement, sinon, en fait, ça va finir par donner à l'image la même valeur que le texte en un sens. Si vous avez un texte qui vous dit le président de la République est allé en Chine et il a serré la main de Xi Jinping, vous n'y croyez pas plus que ça en tant que tel. Ça dépend de qui vous le dit, dans quel contexte, mais en soi, ça n'a pas de valeur de vérité. Et en fait, je pense que dans 10 ans, on verra une photo d'Emmanuel Macron, enfin, je ne sais pas s'il sera encore président de la République, il resserra. Voilà, c'est ça. Qui serre la main du président chinois, et on se dira, peut-être que c'est arrivé, mais en fait, peut-être pas, je n'en sais rien en voyant cette photo. Et je pense que les deux se rejoindront, mais que si c'est Le Monde, si c'est France Culture, si c'est le Nouvel Esprit Public qui nous le dit, là, on y croira. Bien sûr. Voilà. Dans ce cas-là, on y croira en principe, parce qu'on se dit, c'est pas des gens qui ont intérêt, ni qui ont l'habitude de me mentir, et donc j'y croirai. Mais comme je crois à un article du Monde en me disant, a priori, ça s'est effectivement passé. Richard Verly. Très clair.
Oui, il y a un domaine, et là j'étendrai presque ma question à Matthias Fekl, qui a exercé des responsabilités politiques. Moi, il y a un domaine dans lequel je suis très intrigué, c'est précisément la politique et l'impact de l'intelligence artificielle sur la politique. Parce qu'au fond, nous enregistrons cette émission à un moment où, semble-t-il, la crise des agriculteurs en France est en train de se dissiper. On ne sait pas encore, mais apparemment des barrages sont levés, mais on connaît la colère des agriculteurs. Voilà une colère identifiée dont on connaît les motifs, on connaît les griefs. Imaginez que vous entrez ces griefs dans un moteur d'intelligence artificielle qui va donc mouliner toutes les législations existantes, en tout cas celles qu'il connaît, et si ça se trouve, le moteur d'intelligence artificielle va sortir les bonnes solutions. Et donc, au fond, plutôt que de confier la responsabilité de trouver les bonnes solutions à des ministres nommés Matthias Fekl, je préférerais avoir un ministre intelligence artificielle qui sera neutre, qui aura puiser sa connaissance dans l'ensemble des législations, peut-être même européennes, puisqu'il est peut-être capable de penser dans d'autres langues, et il me sortira les solutions dont j'ai besoin pour contenter les agriculteurs. Est-ce que c'est ça le modèle politique de demain ? Je suis pas sûr qu'on soit vraiment capable de le faire. Je suis certain que ce sera un outil de légistique, d'écriture de la loi, très utilisé, très utile pour tous les collaborateurs parlementaires, pour les administrateurs du Sénat, de l'Assemblée, pour beaucoup de hauts fonctionnaires. Ce sera très utile d'avoir une machine qui traduit, en quelque sorte, une idée de législation, de normes, en texte juridique, en tenant compte de certaines contraintes, etc. Ça, je suis certain que ça va arriver, qu'il faut d'ailleurs travailler dessus parce que ce sera une aide pour tout le monde. Ça ne veut pas dire donc dans ce cadre-là que l'idée même de la norme ou de la régulation aurait été inventée par l'IA. Là, on est encore assez loin, je pense, d'avoir quelque chose de suffisamment englobant pour avoir tous les paramètres en tête. Parce que, encore une fois, peut-être que dans 10 ans, ce ne sera plus le cas, mais aujourd'hui, à cause des problèmes de taille du contexte dont je parlais tout à l'heure, en fait, on ne peut pas lui donner tant d'informations que ça en entrée. Et donc, ça limite sa capacité de réflexion dans des problèmes complexes, en fait. Parce qu'il faudrait, en l'occurrence, lui donner à la fois tout le contexte social, lui montrer toute l'histoire récente des relations, par exemple, entre les agriculteurs et le gouvernement et l'Union européenne. Il faudrait lui donner toute la réglementation en vigueur, ce qui est déjà énorme. Il faudrait lui donner des paramètres économiques. Bon, et tout ça est très au-delà, en fait, de ce qu'on peut faire rentrer aujourd'hui. Bon, mais on ne peut pas exclure qu'un jour, peut-être, ça puisse arriver. Mais dans tous les cas, il y aura de toute façon quelqu'un pour valider ça, pour l'assumer, pour choisir entre plusieurs options. Donc, finalement, ça devient plus un super cyber haut fonctionnaire qu'un cyber-ministre, en réalité. Et je pense que les hauts fonctionnaires sont parmi les gens les plus susceptibles d'être remplacés par l'intelligence, je le dis en tant que haut fonctionnaire, mais par l'intelligence artificielle, parce qu'après tout, ce qu'ils font, c'est de la synthèse de dossiers, des notes pour proposer des choses. C'est quelque chose que l'intelligence artificielle pourrait faire dans l'absolu, mais ce qu'elle ne peut pas faire, c'est décider, et ça, c'est au ministre de le faire. Matthias Fekl, monsieur le ministre. Raphaël, à la fin, a dit ce sur quoi je vais embrayer. C'est-à-dire, au fond, ce que formule Richard, c'est un peu le vieux fantasme ou rêve technocratique. C'est-à-dire de penser qu'il existe des solutions purement techniques et que c'est en raison c'est parce qu'on les a pas encore trouvées que finalement il y a des problèmes. Mais sur beaucoup de crises, comme par exemple toutes les problématiques autour de la crise environnementale et des effets qu'elle engendre, on sait très bien que le problème n'est pas tellement technique. C'est comment on concilie l'impératif de lutter contre le changement climatique et son acceptabilité économique et sociale. Donc c'est une question d'échéancier, c'est une question d'accompagnement, c'est une question d'alternative offerte pour la production, à mon avis beaucoup plus que de connaître l'ensemble des textes de loi et des réglementations nécessaires. Même si ensuite, évidemment, il faut de la compétence pour traduire ça. Et là, c'est vrai que probablement des tâches entières, à la fois dans l'administration, mais aussi dans tous les services de support juridique, en réalité, tout ce qui est bureau d'études et assimilé, il y a quand même une bonne partie là-dessus qui pourra être totalement déléguée certainement à l'intelligence artificielle. Vous voulez dire que cette activité merveilleuse dans laquelle se jettent tous ceux de nos étudiants qui n'ont pas de vocation particulière, ni quelquefois pas de talent particulier, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'activité de conseil, va être sévèrement réduite par l'existence de l'intelligence artificielle ? Oui, d'ailleurs, le style même de ChatGPT ressemble assez à ce que peut produire un cabinet de conseil. Donc je pense que oui, en réalité, ça peut être un objet de... Donc le grand perdant, c'est McKinsey. En fait, oui. Exactement. On a une machine à générer des PowerPoint. Voilà, question de fait. Vous avez dit à plusieurs reprises que
comme la machine ne peut pas ingérer un nombre trop important d'informations, il faut la réalimenter régulièrement. C'est-à-dire qu'au fond, elle vous fabrique quelque chose. Votre livre sur les conséquences de cette maîtrise de la vapeur, cette supposée maîtrise de la vapeur par Rome, se divise d'ailleurs en plusieurs chapitres, dont vous assurez un commentaire à chaque fois, et vous expliquez dans votre préface que vous avez donné à manger à la machine, elle a sorti quelque chose, vous en avez retiré une nouvelle interrogation, lui demandant de faire un plan, puis à partir du plan d'écrire des chapitres, etc. Au fond, pour qu'on se rende compte de la quantité de travail humain de l'auteur que demande un livre comme le vôtre, aujourd'hui, probablement, vous l'avez dit, dans quelques années, il en ira très différemment. C'est pas un gros livre en réalité. Je sais pas combien il y a de signes dans le J'oublie texte. moi-même, Mais c'est pas un gros livre parce qu'il y a oui. beaucoup d'illustrations et parce que c'est imprimé un caractère, une police assez qui est lisible par tous ceux qui ont besoin de lunettes. Et donc j'aimerais savoir à combien d'heures de travail au doigt levé vous estimez votre contribution à cet ouvrage. Question piège. J'aurais du mal à le quantifier en heures parce que je travaille dessus de manière très irrégulière avec d'autres activités, mais ça prend tout de même plusieurs mois à écrire parce que c'est encore une fois pas un travail automatique du tout. Aussi parce qu'il y a la moitié du livre en réalité, enfin plus de la moitié qui est écrite sans intelligence artificielle, qui est un commentaire de cette uchronie que j'ai écrit à la main. Aussi parce que les images elles-mêmes sont assez longues en réalité à faire, à la fois parce qu'il faut en générer beaucoup pour en avoir quelques-unes de bonnes, ensuite parce que je les ai aussi retouchées sur Photoshop moi-même pour corriger des défauts, et ensuite parce que le texte même généré par IA, il est aussi retouché à la main. Ça. Donc tout ça en fait que ça n'a pas été tellement plus court, voire pas du tout plus court que ce que je faisais auparavant, mais parce que c'était un livre un peu expérimental et que ça se voulait comme tel. Le but n'était pas de me permettre de faire un livre éclair. Le prochain livre que vous ferez avec l'intelligence artificielle ou le prochain livre, le ferez-vous avec l'intelligence artificielle ? Bonne question. Mais je pense que je ne referai pas évidemment le même procédé parce que là, c'est une expérience que je voulais mener une fois. Mais tout livre que j'écrirai ensuite, comme d'ailleurs des articles, je me servirai d'une manière ou d'une autre d'intelligence artificielle, pas forcément pour le rédiger, mais plutôt pour tester des idées, pour vérifier que j'oublie pas des choses, pour proposer des suggestions d'amélioration, des choses comme ça. Mathias Fekl. Non, simplement, très brièvement, pour prolonger la question de Philippe sur le temps passé, j'ai le sentiment, en écoutant votre réponse, que finalement, il y a eu peut-être plus de temps passé sur tous ceux où l'humain et l'intelligence humaine apportent une plus-value, c'est-à-dire sur la conception d'un objet très original, sur la manière d'approcher le livre, l'articulation intelligence artificielle, intelligence humaine, l'idée de faire les images, l'idée de faire l'Uchronie, mais qu'en réalité, ensuite, sur l'exécution, il y a toute une série de choses qui ont pu être faites plus rapidement. Oui, absolument. Enfin, c'est vraiment ça. D'ailleurs, et aussi, ça permet surtout de faire des choses que je n'aurais pas pu faire autrement. Les images, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu avoir pour un livre de cette nature-là. C'était inenvisageable, en fait. Donc, clairement, en fait, ça, si je comparais à ce que ce livre aurait dû demander en travail s'il n'avait pas été aidé par l'intelligence artificielle, ce serait démesuré, en réalité. En fait. Mais simplement, je ne l'aurais pas fait, dans ce cas-là, sans intelligence artificielle. Et je pense que il y a deux types en fait d'impact de l'intelligence artificielle sur le travail humain. Il y a les cas où ça va vraiment accélérer, automatiser, remplacer en partie, et les cas où ça va simplement être un exhausteur du travail et de la créativité humaine. Et ce sera des domaines assez différents probablement, et ce sera pas une accélération dans toutes les activités. Il y en a où au contraire ça va peut-être prendre plus de temps de le faire avec de l'IA, mais on pourra faire des choses nouvelles et qu'on n'imaginais pas auparavant. Je pense que dans le cinéma, ça me paraît assez clair qu'il y a des réalisateurs indépendants qui pourront faire des choses qui étaient tout simplement hors de leur portée, sans avoir accès à un modèle de synthèse d'image. Michaela Fekl. Oui, je voulais revenir une minute à la question des langues. On n'a pas encore dit que pour la traduction, bien sûr, c'est un outil qui vraiment, là, en l'occurrence, remplacera, je pense, la traduction. Mais l'autre question, vous avez parlé du fait que vous avez essayé de changer un peu le langage en l'alimentant avec des écrits de Proust. Mais est-ce qu'au total, on ne va pas vers
ce qu'on a déjà vu sur d'autres domaines, c'est-à-dire une domination de l'anglais, puisque le fait que la majorité des écrits, je lisais qu'Amazon aux États-Unis a un véritable problème parce que plus que 50% des nouveaux livres sont maintenant écrits à l'aide de... Il y a des dialogues amoureux avec... en fait, c'est pas des bons livres, Alors, mais ils sont issus de l'intelligence artificielle et que c'est très difficile pour eux, apparemment, de les rejeter. Donc, je me demande, est-ce qu'on va vers un monde qui parlera surtout anglais? Parce que c'est à mon petit dada avec Mathias d'espérer qu'en Europe, on gardera l'allemand, le français et si on peut, d'autres langues. Très bonne question. Alors, sur le langage et la traduction, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a 15 ans, je me souviens que mes professeurs de latin, et j'étais d'accord avec eux, disaient qu'on n'aurait jamais de vrai traducteur informatique fonctionnel, pour une raison simple qui est que la syntaxe, la grammaire ne sont pas des ensembles de règles fixes et déterministes, en fait. On ne peut pas, par exemple, je prends l'exemple dans le livre, il me semble, traduire la phrase en français nous avons offert un chien à Paul, il a de beaux poils roux. Le il a de beaux poils roux. On sait que ça renvoie forcément plutôt au chien plutôt qu'à Paul. Mais dans la phrase. Vous ne connaissez pas Paul. Et encore, c'est pas Paul. Mais voilà, on ne connaît pas Paul. Mais dans la phrase, rien de grammatical ne permet de le déterminer, en fait. Le il pourrait très bien se rapporter au chien d'un point de vue purement syntaxique. Et donc, quand on traduit en anglais, savoir s'il faut mettre he ou it pour le chien, pour Paul, ça resterait un problème insoluble pour un programme informatique classique, qui raisonne par pure application de règles. Et en fait, ce que les modèles de langage permettent de faire, c'est en s'appuyant sur des probabilités statistiques, en réalité. Parce que en faisant le lien avec tous les paramètres conçus pendant la phase d'entraînement sur des millions et des millions de textes, il sait que statistiquement, il y a plus de chances qu'ici, on doive traduire par it, parce que statistiquement, il y a plus de chances que beau poil roux soit associé à un chien et pas un être humain. Donc en fait, on arrive à traduire par ordinateur des textes avec la statistique qui remplace le bon sens, en un certain sens. Enfin, alors qu'on pensait que c'était impossible auparavant. Donc c'est déjà assez intéressant, je trouve, du point de vue conceptuel et même du point de vue de ce que c'est que le langage. Et ça veut dire que donc on peut tout traduire instantanément. Maintenant, on commence à avoir des outils de traduction en temps réel d'une vidéo ou d'un appel audio. Et donc, je pense à la fois qu'il y aura une forme d'homogénéisation de chaque langage parce que ces outils-là vont être utilisés de plus en plus et qu'ils ont tendance à produire ce qui est vraisemblable et donc à resserrer autour d'une manière de parler commune. Et en même temps, ça veut dire aussi que l'anglais devient moins important. Parce que si on peut tout traduire instantanément, sans aucune difficulté, c'est moins utile de devoir parler anglais pour se faire comprendre dans des situations bilingues. Et peut-être qu'en fait, les gens arrêteront d'apprendre l'anglais tout simplement parce que ce sera tellement facile de communiquer dans sa propre langue. Et ça, c'est quelque chose où j'ai du mal à faire une véritable prédiction parce que peut-être qu'on aura malgré tout un goût pour l'apprentissage des langues et une volonté d'aller un tout petit peu plus loin que l'interface de la machine. Mais en principe, en tout cas en termes purement, utilitaristes, on a moins besoin maintenant d'apprendre l'anglais que ça n'était le cas auparavant. Richard Verlet. Oui, Mathias le disait tout à l'heure en réponse à ma question, une société, ce n'est pas seulement fait de décisions, d'application de décisions technocratiques, c'est aussi des hommes et des femmes qui réagissent par rapport à des problèmes donnés. Moi, ma question, là, sera assez simple. Imaginons dès maintenant, peut-être, et encore plus demain, une partie de la population qui n'a pas du tout accès à l'intelligence artificielle, voire qui ne s'y intéresse pas, voire qui n'en veut pas. Sera-t-elle vraiment défavorisée par rapport à l'autre partie qui est en permanence connectée à l'intelligence artificielle? Et est-ce que finalement ce ne sont pas ces ignorants, soit forcés, soit volontaires, qui resteront les plus créatifs? Alors, je pense qu'il serait économiquement, dans ce cas-là, un peu en retard par rapport à ce que permet de faire l'intelligence artificielle en termes de productivité, mais je pense surtout qu'il n'y aura pas cette partie de la population, en fait. Je pense que tout le monde va s'en servir d'une manière ou d'une autre, et même un peu contre son gré. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui n'utilisent pas d'ordinateur, mais ce sont rarement des gens qui sont très insérés dans le tissu économique. Enfin, on travaille
difficilement sans Word, sans Excel aujourd'hui. Et en fait, ces outils-là eux-mêmes vont intégrer de l'intelligence artificielle. C'est déjà le cas en réalité. Et donc, de plus en plus, toute la vie numérique va intégrer des outils d'intelligence artificielle. Donc, en fait, ce sera impossible d'y échapper. Sauf si vous décidez d'être totalement hors du numérique. Et bon, il y a des gens qui le font aujourd'hui, il y en a qui le font par choix, il y en a qui le font juste parce qu'ils n'ont jamais pris le pli, plutôt dans les générations les plus âgées. Mais je ne pense pas qu'il y aura une partie de la population qui aura en fait le choix de dire je continue de rester dans la vie active et en utilisant des outils numériques, mais sans utiliser d'intelligence artificielle. Donc je pense qu'en fait ce dilemme n'arrivera pas parce qu'ils seront intégrés partout. Et que ce sera ce qui est possible. Par contre, c'est que certains utiliseront l'intelligence artificielle comme des substituts de relations humaines. Ça, c'est possible. Il y a déjà une toute petite partie de la population qui a des amis virtuels, qui a des amoureux virtuels. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être grandir pour pallier une solitude ou pour essayer de substituer à l'absence de chaleur humaine, d'avoir des robots, en fait, qui parlent un peu. Voilà. C'est quelque chose où on a déjà des exemples de ce phénomène-là. La question, c'est est-ce que ça reste quelque chose d'extrêmement marginal ou est-ce que ça peut devenir un peu moins que marginal ? Mais je crois moins, par contre, à l'îlot de gens qui résisteraient économiquement contre ces outils-là. Vous évoquez dans votre uchronie, vous évoquez la question de la langue et de l'appauvrissement du latin et en même temps de sa pénétration par des mots étrangers jusqu'à finalement devenir ce qui arrive à l'anglais, grosso modo, où finalement il y a une sorte de basic English que parlent beaucoup de gens, quelquefois moqués sous le nom de globish. Mais je pense que cet outil de traduction qu'est l'intelligence artificielle, sans doute aujourd'hui, il fait plus que de traduire les notices, les modes d'emploi des instruments ménagers ou des médicaments, mais je pense qu'il n'est pas possible d'envisager la traduction d'un roman, par exemple. D'ailleurs, j'invite ceux de nos auditeurs qui s'intéressent à cette question à venir sur notre site pour y retrouver le bada que nous avions enregistré avec Sarah Gursel, Sarah Vermande, qui est traductrice et qui explique ce que c'est que son métier, à quel point d'ailleurs c'est un métier physique à bien des égards. Et je pense que le temps qu'on met quand on fait de la traduction, ce qui m'est brièvement arrivé dans mon existence, le temps qu'on met à chercher le mot qui va traduire le mieux l'idée qu'à l'auteur, ce qui est un temps merveilleux quand ça se termine bien, mais c'est un temps très long, et que si les traducteurs étaient payés autant que leur conscience professionnelle les amène à passer pour trouver le mot juste, je pense qu'ils seraient tous de riches partis à épouser. Et la question annexe ou connexe à celle qui vous a été posée par Michaela sur l'évolution de la langue, c'est non pas est-ce que l'anglais va dominer les communications et absolument les communications écrites, mais est-ce que le vocabulaire de toutes les langues ne va pas s'appauvrir ? Alors, sur les traducteurs, je suis tout à fait d'accord que pour un roman et tous les écrits littéraires, proprement littéraires, la sensibilité d'un traducteur professionnel et humain reste décisive. D'ailleurs, j'ai fait trop de versions latines dans ma vie pour savoir que quand on traduit dans ce genre de contexte, ce n'est pas pour savoir ce que dit le texte, parce qu'a priori, tous les textes antiques, on les connaît déjà. Enfin, ils ont déjà été traduits. Donc, ça, c'est très clair, mais ça restera quand même un travail de niche par rapport à l'ensemble des traductions qui sont faites dans la société tous les jours, où malheureusement, c'est rarement des textes littéraires qu'on doit traduire. Et même pour des essais, par exemple, il y a un des problèmes des éditeurs, c'est qu'en fait, même si je suis d'accord que les traducteurs sont rarement payés à leur juste valeur, ça reste cependant plus cher de faire une traduction d'un ouvrage étranger que de payer la valoir d'un auteur français pour faire un nouveau livre. Donc, il y a peu d'incitation aujourd'hui pour un éditeur à faire des traductions, sauf à être certain que le livre est un best-seller absolu et qu'il va représenter un retour sur investissement. Donc, on peut imaginer que pour beaucoup d'essais, de textes moins littéraires, la traduction par un algorithme qui soit ensuite relu par un lecteur humain, parce que de toute façon, on le fait même pour les textes originaux,
soit tout de même assez utile pour avoir accès en français à des livres qui sont publiés à l'étranger, qui n'ont pas forcément eu le succès suffisant pour que ça justifie une traduction en France. Ensuite, sur le langage et sur l'appauvrissement du vocabulaire, je pense qu'effectivement, c'est un risque. C'est un risque qui, d'ailleurs, prolonge une tendance qu'on observait déjà. La simple, en fait, présence des moyens de communication qu'on a aujourd'hui a tendance plutôt à homogénéiser et à appauvrir le langage. D'ailleurs, on le voit que de manière générale, dès qu'il y a une unification d'un espace linguistique, ça élimine les variations et les niches linguistiques. Les patois, les langues locales ont tendance à disparaître dès qu'on permet aux gens de dialoguer entre eux de manière plus fluide et plus rapide. La puissance du latin sous l'Empire romain, elle tient notamment à la capacité de communication entre les parties de l'Empire. Et ensuite, justement, c'est quand on voit la communication qui se disloque à la fin de l'Empire et au début du Moyen-Âge que les langues commencent à se diversifier et à acquérir d'ailleurs beaucoup plus de mots peut-être qu'il y en avait eu en latin à l'origine. Donc, comme c'est un outil de communication, malgré tout, l'intelligence artificielle, en tout cas, ça relie des données initiales, ça produit du texte qui va être échangé ensuite. Il y a des chances, comme les autres outils de communication auparavant, que ça contribue à un appauvrissement. Et donc, il faut après que des auteurs continuent de choyer la langue pour essayer de faire vivre les termes les plus riches. Je me demande si l'intelligence artificielle en matière de traduction est à l'abri de cette espèce de situation très exagérée, mais qui consiste à chercher par synonyme. Je me souviens que la grammaire latine d'un dénommé Paul Crouzet prenait cet exemple des traductions par analogie, et partant d'une phrase latine qui disait « senex semen in cavernas parsit », arrivait par approximation et comparaison et analogie successive à traduire cette phrase que vous traduiriez, vous, qui êtes un latiniste éminent, par... Alors, elle est un peu étrange, cette phrase. Je connais pas d'origine. Si le vieillard répand sa semence à travers la caverne. Oui, enfin, du grain, en réalité. Du grain, c'est pas ça. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre, mais d'accord. Dans la caverne. Mais dans la caverne, je trouvais ça bizarre, mais du grain. Non, rassurez-vous, c'était tout une paraissait grammaire étrange. latine à l'usage des collèges religieux. Il ne s'agissait pas donc. Donc, Senex cavernas parsit était traduit à la fin par « pour faire du ski, le vieux monsieur mit ses chaussettes ». Si vous trouvez le texte de Paul Crouzet, je vous le recommande comme une sorte de mise en garde de ce que pourrait éventuellement faire l'intelligence artificielle. En attendant, nous recommandons votre livre, Raphaël Dahan, « Si Rome n'avait pas chuté », livre dans lequel il trouve à la fois cette uchronie et, chapitre par chapitre, ce qui est précieux, un rappel de ce qui en a été la base, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a eu l'histoire de la vapeur est réelle, l'usage que vous en faites est inventé, etc. Je viens de parler de la question des langues, mais vous posez aussi les questions sociales, et notamment qu'est-ce qui arrive aux esclaves, et quelles conséquences cette fin de l'esclavage, ou cette quasi-fin de l'esclavage peut avoir sur l'ensemble de la société. Enfin bref, il y a énormément de pistes et de choses tout à fait stimulantes, et donc nous en recommandons la lecture à nos auditeurs. Nous vous remercions et je remercie Maximilien Radwanski avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium sans aucun recours à l'intelligence artificielle, et je doute, je vous demande peut-être Raphaël Dahan de vérifier, mais je doute que l'intelligence artificielle puisse faire de nos conversations, notamment celles que nous venons d'avoir avec vous, un usage et un compendium de la même qualité que celui que Benoît Carré produit chaque semaine. Je suis absolument d'accord. Et par ailleurs, je remercie aussi Nicolas Tourneau qui veille à notre site, Olivier Magloire qui veille à notre plateforme de financement, Marion Boinard qui a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique cette conversation, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel Esprit Public.